Alors maintenant que Donald Trump a lâché la main, maintenant qu'il a reconnu que Vladimir Poutine était plus fort que lui, qu'il continuerait cette guerre, reste maintenant à son administration de savoir comment quitter la scène, la porte de sortie, donner ce dossier et surtout jeter les responsabilités, on va dire ça, aux autres et notamment à nous les Européens. Depuis plusieurs semaines d'ailleurs, les Américains préparent le terrain, multiplient les déclarations. Vous en avez fait un petit florilège. Nous devrions être en mesure de corriger les erreurs commises dans le passé, mais il faut être deux pour danser le tango. Je sais que le président est disposé à le faire, mais si la Russie n'est pas disposée à le faire, nous finirons par devoir dire que ce n'est pas notre guerre. Nous allons essayer d'y mettre fin, mais si nous n'y parvenons pas, nous finirons par dire, vous savez quoi, cela valait la peine d'essayer, mais nous ne le ferons plus. Ce n'est pas ma guerre. Ce n'est pas une guerre qui aurait existé si j'avais été président à cette période. Ce n'est pas ma guerre, je suis juste ici pour aider. Nous avons dépensé des centaines de millions de dollars dans cette guerre. Elle inclut des fortes têtes, je vous le dis, de gros égos. Mais je pense que quelque chose va se passer. Et si c'est le cas, nous n'interviendrons plus. C'était un problème européen et ça aurait dû rester un problème européen. Magali Barthès et tous d'ailleurs sur ce plateau, la messe est dite, la porte de sortie a été trouvée par l'administration Trump. On a l'impression qu'il prépare l'opinion, ça y est, après avoir en effet martelé pendant la campagne qu'il allait trouver une solution extrêmement facilement, il est confronté au mur du réel, à ses égos, comme il le dit, surdimensionnés qui ne veulent pas véritablement la paix. Et en effet, il prépare l'opinion au fait qu'il n'a pas réussi. Mais en fait, ce qui est intéressant dans cette façon de trouver une porte de sortie, comme vous dites, c'est de dire, ce n'est pas ma faute. Moi, j'ai joué... j'ai fait le job. J'ai fait les bons. On parlait du chef d'entreprise tout à l'heure. J'ai fait le job. J'ai joué le médiateur de bonne volonté. Ce sont les autres. C'est à cause des deux autres. Et c'est vraiment le discours que l'on va entendre. Et ce n'est pas ma guerre. C'est quand même quelque chose qu'on entend maintenant de plus en plus chez les membres de l'administration, dans la bouche de J.D. Vance, le vice-président. On a tout compris quand on l'entend là dire ce qu'il dit là à l'instant. On a tout compris. Ce n'est pas notre guerre. C'est aux Européens de s'en charger, donc on redonne le paquet, le bébé aux Européens et à eux de trouver une solution. Ça coûte trop cher. Cet argument de l'argent aussi, il est très de campagne. Efficace évidemment dans l'électorat. Vous avez raison. Et puis hier, je crois que c'est Marco Rubio aussi qui disait, Christian, que de toute façon, il y avait tant de divisions, tant de problèmes entre Russes et Ukrainiens qu'ils ne pourraient rien faire. Les Américains lâchent, quittent la table des négociations, advienne que pourra, et l'Europe, voilà. Il faut qu'on récupère, qu'on trouve une solution. L'Europe, peu importe, passe le balai, ramasse les morceaux. Enfin, si elle y arrive, ce qu'on voit quand même assez difficilement. On comprend mieux pourquoi, après son fameux coup de fil avec Vladimir Poutine de lundi, M. Trump s'est permis d'appeler les dirigeants européens. D'ailleurs, il a oublié de citer Keir Starmer, qui est pas des moindres. Il leur a en fait, si j'ose dire, refilé le bébé en disant voilà. Il y avait le choix ou refiler le bébé ou la patate chaude, mais ça ressemble à ça. Moi, j'ai fait mon devoir, entre guillemets, et maintenant, ça marche pas, ils veulent pas, c'est plus mon problème, ça va être le vôtre. Donc, il a fait état de sa conversation avec Poutine, et puis il a laissé les Européens reprendre l'affaire. Le problème, c'est que une semaine auparavant, les Européens étaient partis sur une autre direction complètement, enfin beaucoup plus optimiste, puisqu'on avait eu la sensation éphémère, certes, que les Américains soutenaient le train de sanctions européen. Il n'y a pas eu un train de sanctions européen majeur. On attend toujours les sanctions américaines, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, le sénateur McGrath. 500% d'augmentation des droits de douane sur la Russie. Sur la Russie et sur les clients de la Russie. C'est ça le plus intéressant. Si jamais Poutine ne veut pas signer le moratoire. Si le Brésil achète du minerai à la Russie, il sera taxé de 500%. Donc ça va faire réfléchir quand même un peu la Russie. Mais il y a des moyens d'agir. Et c'est là qu'on voit que Trump reste définitivement pro-russe. Bien sûr qu'il y a des moyens d'agir. Le principal, c'est sur le prix du pétrole. On sait très bien que, arrivé à $50 le baril, ou même un peu en dessous, la Russie est ruinée. Donc, et ce n'est pas du tout
pas du tout la direction que prennent les Américains. Non, vous avez raison, Christian, puisque hier encore, le président américain a dit que seul comptait le business et mettre des sanctions ou des taxes. On le voit, c'est une façon de tordre le bras, mais c'est pas bon pour le business avec la Russie. Tout à l'heure, je vous parlais du dernier clou dans le cercueil de l'Ukraine, planté hier encore, cette nuit encore, par le président américain. Il fait appel au passé pour mieux dire que ce ne c'est pas sa guerre et puis que les Américains ont autre chose à faire. Écoutez-le. Donc, sans les États-Unis, le G20 ressemble au G7, qui était autrefois le G8, mais brillamment, ils ont jeté la Russie dehors. Ça aurait été beaucoup mieux si la Russie avait été là, vous savez. Beaucoup de gens vont me critiquer, mais si la Russie était toujours dans le G8, il n'y aurait probablement pas cette guerre. Et si vous aviez un président différent, vous n'auriez pas la guerre non plus. Mais nous avons un G7. Il est important que les États-Unis en fassent partie, car sans nous, ce n'est pas la même chose. Alors Bertrand, je vais vous laisser la parole, mais je vous entendais réagir, Magali, quand vous entendez ça. C'est-à-dire que les Russes ont été sortis du G8 après l'invasion de la Crimée comme mesure de représailles. Et là, de plaider pour le retour de la Russie, c'est vraiment aller dans le sens de tout ce que lui martèle Poutine. Il veut revenir à la table des grands. Revenir et ne plus être considéré comme un État paria, lever les sanctions sur la Russie et revenir dans le concert international. Bertrand Galichet, c'est une façon aussi de dire c'est de votre faute en fin de compte si Poutine est en colère, si Poutine a déclaré cette guerre et si Poutine aujourd'hui veut lancer une grande offensive sur l'Ukraine pour finir le travail. Oui, c'était d'ailleurs une musique qui montait depuis des semaines et je crois que les Européens n'ont pas voulu l'entendre. Ils se sont raccrochés à un faux espoir qui était celui de garder à bord, comme on dit, Donald Trump et les États-Unis face à Poutine et avec le soutien de Zelensky. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça n'est pas du tout l'opinion au sein de la majorité politique aux États-Unis aujourd'hui. Après, il faut quand même souligner que le retour l'éventuel retour de la Russie au sein du G8, c'est pas les États-Unis tout seuls qui vont décider. Il faut que les autres soient d'accord. Effectivement, ils ont été sortis du G8 après l'affaire de la Crimée. Et c'est une façon de tordre les bras ou le bras, Bertrand, à ceux qui ne voudraient pas le retour de la Russie. Je crois qu'il y aura une majorité pour ne pas vouloir le retour de la Russie. En tout cas. Donc ce sera sans les Américains. Et si on écoute Trump, Poutine a raison en fait de faire cette guerre. Parce qu'il est vexé, parce qu'il a été humilié. Mais en tout cas, et ça c'est le discours de Poutine. C'est encore vraiment un cadeau fait à Poutine, cette proposition de retour dans le G8. C'est complètement à la fois contre-productif et politiquement hallucinant. Parce que Christian, on a déjà entendu le président russe demander ça et dire voilà, c'est votre faute, vous m'avez désigné comme paria, voilà ce qui arrive. C'est le logiciel russe, c'est le narratif russe. Et c'est ça qui est le plus choquant. Monsieur Trump ne fait même pas l'effort de garder une ligne bien à lui, une ligne américaine qui serait distincte. Non, c'est vraiment le narratif russe qui est importé aux États-Unis et qui est appliqué et répété par Donald Trump. Et puis, il y a ce credo dont quand même on sait à quel point il ne tient pas debout, selon lequel le commerce, alors ça remonte à Montesquieu, j'ai beaucoup de respect pour Montesquieu, mais il avait des idées quand même un peu plus généreuses que ça, cette idée selon laquelle le commerce adoucit les mœurs entre les nations, n'est-ce pas? On a vu que c'est exactement l'inverse. Trump lui-même a rendu le commerce agressif en attaquant par les droits de douane ses principaux partenaires. Donc ça ne tient pas debout. Alors, on entre quand même, à mon avis, assez vite dans une deuxième phase du Trumpisme qui va beaucoup plus vite que prévu, puisqu'on n'est même pas à 6 mois et que déjà il y a un revirement. Je sais pas, il va falloir observer les sondages aux États-Unis, mais bien sûr, le cœur de cible de Donald Trump ne sera pas affecté. Au contraire, par ses variations. Il tiendra ses promesses de campagne. Au contraire, puisque les Américains qui votent pour Trump, détestent la guerre d'Ukraine et veulent en finir. Donc, ils veulent surtout récupérer une partie de cette gigantesque manne financière que les États-Unis donnaient à l'Ukraine.